Alors, pour commencer, parlons d'une image qui interpelle vraiment. La fameuse carte de Piriris de 1513. Ah oui, celle-là. Elle représente un bout de l'Antarctique, c'est ça, mais sans la glace. Exactement, sans la calotte glaciaire. Et c'est ça qui est fou. Une connaissance qui paraît impossible à l'époque. On parle de siècles avant la découverte officielle, et surtout, la glace était là depuis des millénaires, tout ça sort. Ben, c'est une excellente porte d'entrée pour ce qu'on explore aujourd'hui. On va s'appuyer sur des éléments tirés de l'empreinte des dieux, justement pour regarder de plus près ces indices. D'accord. Des indices qui, disons, bousculent un peu la chronologie habituelle de l'histoire humaine. L'idée, c'est vraiment de décortiquer ces énigmes. Ok, alors allons-y, explorons ça. La question qui se pose, c'est est-ce que ces cartes, ces constructions géantes, ces mythes qu'on retrouve partout, est-ce que tout ça pourrait être les fragments d'une civilisation? Une civilisation très avancée. Oui, mais oubliée, disparue bien avant l'histoire qu'on nous raconte d'habitude. C'est exactement l'hypothèse centrale qui émerge de ces sources, oui. Et ça démarre fort avec les cartes, comme vous disiez. Piri Reis, donc. Périres, mais n'est pas tout seul. D'autres cartes plus tardives, Mercator, Orance Finet, Philippe Buache, elles montrent aussi des détails de l'Antarctique sans glace. Hmm, Ça suggère qu'ils utilisaient des sources bien plus anciennes, peut-être d'avant 4000 avant Jésus-Christ. c'est vertigineux comme date. Et puis il y a ce problème de la longitude, hein. Ah, la longitude, oui. Pour la mesurer précisément en mer, il fallait des chronomètres hyper précis. Et ça, c'est le XVIIIe siècle seulement. Tout à fait. Pourtant, certaines de ces cartes anciennes, elles ont une précision en longitude, assez étonnante. Oui, déconcertante même. C'est là que l'idée de Charles Hapgood, cet historien américain qui s'est beaucoup penché dessus, Oui, devient intéressante. Il a émis l'hypothèse d'une civilisation maritime, globale, très ancienne. une civilisation qui aurait eu les maths et la techno pour ça, Exactement. des maths pour les projections cartographiques complexes, et une technologie pour mesurer le temps et la position avec précision. Ces cartes ne seraient que des restes, des copies de leur savoir. Un savoir hérité qui ne se limiterait peut-être pas qu'aux cartes alors, si on pense à certains monuments, On y vient. Prenez Tiahuanaco, en Bolivie. où gisaient, bien sûr, des blocs de pierre énormes Colossaux. et ajustés avec une précision. Phew, ça laisse rêveur. Comment on explique ça avec les outils qu'on leur prête à l'époque? Mais- Puis il y a le sphinx. Le sphinx, oui. L'érosion sur son corps. C'est pas une érosion par le vent et le sable. C'est ça l'idée. C'est ce que certains géologues comme Robert Schoch avancent après analyse. Ils disent que ces profondes traces verticales sur le sphinx et aussi sur les parois de l'enceinte autour, Oui. ça ressemble à une érosion par de fortes pluies sur des millénaires. Or, un climat aussi humide en Égypte, ça remonte à quand? Euh, à la fin de la dernière glaciation. Voilà, vers 11 000, 10 000 avant Jésus-Christ, bien avant l'époque supposée de Képhrène. Attendez, si c'est vrai, ça veut dire que le sphinx serait beaucoup plus vieux que les 2500 avant Jésus-Christ qu'on lui donne. C'est l'implication directe, oui. Ça le repousserait de plusieurs millénaires. Et ça nous ramène, étrangement, à l'époque suggérée par les cartes anciennes, non? Tout à fait. Et ça colle aussi avec une autre série d'indices, les mythes. Les mythes. Partout sur la planète, on retrouve des histoires de grands cataclysmes, souvent des déluges, qui auraient anéanti une humanité précédente. Oui, le déluge, on connaît ça dans plein de cultures. Et souvent, après le désastre, arrivent des personnages, des sortes de héros civilisateurs, Viracocha dans les Andes, Quetzalcoatl au Mexique, Osiris en Égypte. Et ils sont décrits comment? Parfois comme barbus, à peau claire, et ils apportent la connaissance, l'agriculture, les lois. C'est vrai que cette récurrence est troublante. Un grand déluge, des survivants, des profs qui débarquent. On pourrait y voir une sorte de mémoire? Une mémoire collective d'événements réels? C'est une interprétation possible. Surtout si on pense aux énormes changements climatiques de la fin de l'ère glaciaire. La fonte des glaces, la montée des eaux. Ça a dû être cataclysmique. Et ça nous mène à une dernière catégorie d'anomalies, l'astronomie. Des connaissances qui semblent, là encore, très en avance. Vous pensez aux alignements des sites? Par exemple, Gizeh encore. L'idée de Robert Bauval sur l'alignement des 3 pyramides. Avec la ceinture d'Orient. Oui, il a calculé que la disposition des pyramides au sol reflétait parfaitement la position des étoiles du baudrier d'Orion, mais vers 10 500 avant Jésus-Christ. Pas du tout à l'époque présumée de leur construction. Encore cette date, 10 500 avant Jésus-Christ. Exactement. Et ça nous connecte à la précession des équinoxes, ce cycle hyper long de l'axe terrestre. Oui, environ 26 000 ans. Non seulement Gizeh pointerait vers cette époque lointaine, mais la connaissance même de ce cycle semble avoir été connue, encodée dans des mythes, dans l'architecture.
Comprendre la précession, ça demande des observations du ciel sur très très longtemps. Des siècles, voire des millénaires. C'est une science sophistiquée. Ok, alors si on essaye de rassembler les pièces, on a quoi, hein? Des cartes impossibles montrant le monde d'avant la fonte des glaces. Oui, Des monuments gigantesques, soit trop vieux, soit trop complexes pour leur époque présumée. c'est ça. Des mythes universels qui parlent de cataclysmes, de fin du monde et de sauveurs civilisateurs. Une cohérence frappante. Et une connaissance astronomique hyper pointue qui semble obsédée par une période autour de 10 500 avant Jésus-Christ. Voilà, mis bout à bout, tous ces éléments, ils dessinent comme le portrait robot, le fantôme d'une civilisation. Une civilisation globale, Peut-être maritime, bien plus ancienne et avancée qu'on l'imagine. c'est l'hypothèse. Et sa disparition pourrait coïncider avec les catastrophes bien réelles de la fin de l'ère glaciaire, fonte des glaces ultra rapides, montée des eaux de plus de 100 mètres, extinction animale massive, volcanisme. Hapgood avait même une théorie là-dessus, non? Avec Einstein? Oui, Hapgood, avec le soutien théorique d'Einstein sur le mécanisme possible, a avancé l'idée d'un déplacement soudain de toute la croûte terrestre. Un basculement qui expliquerait des changements climatiques brutaux et globaux. Une civilisation entière, présente partout, effacée par une catastrophe planétaire? Fou, ça donne le vertige. Et ça nous ramène à nous, aujourd'hui. Si une telle chose a pu arriver, si une civilisation avancée a pu disparaître au point qu'on en oublie presque tout, Quelles leçons en tirer donc? exactement. Est-ce que ces vieux mythes, ceux des Hopis ou des Mayas qui parlent de cycle de monde, de destruction et de renaissance, est-ce que ce sont juste des histoires? Ou peut-être des avertissements encodés? La question qui reste alors, c'est et si notre histoire connue, celle des 5000 ou 6000 dernières années, n'était finalement que le dernier chapitre? Le chapitre écrit après une très très longue amnésie planétaire? Et quels savoirs essentiels sur notre monde, sur nous-mêmes, on aurait pu perdre dans cet oubli? Ça laisse songeur.